Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce webinaire Syndex sur négocier les rémunérations pour l'année 2022. Je suis Julien Gournay, consultant Syndex spécialisé sur les questions sociales largement et aussi plus particulièrement sur les questions de rémunération et de négociation. Et je suis accompagné de Léna Cariclet, également spécialisée en analyse sociale et en rémunération. Alors, avant de commencer ce webinaire, je vous rappelle que vous retrouverez toutes les informations sur le sujet sur le site syndex.fr, notamment le replay du webinaire qui sera disponible probablement en début ou au milieu de semaine prochaine, mais aussi le support, bien sûr, que l'on va vous présenter, ainsi que d'autres supports d'informations sur ce sujet-là, mais sur énormément d'autres sujets, des notes sectorielles, des fiches pratiques, des mémos, pour vous aider dans vos rôles de représentant du personnel. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est à peu près partout. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces réseaux pour poser vos questions ou prendre des informations. Pour ce webinaire, on va donc parler pendant environ 40-45 minutes de la question de négocier les rémunérations sur l'année 2022. Et par la suite, on apportera une réponse aux questions écrites auxquelles on n'aura pas eu le temps ou l'occasion de répondre durant la présentation. Et enfin, on prendra quelques questions orales pour clôturer ce webinaire. Je vous rappelle que pour poser vos questions, il faut que vous cliquiez sur le petit module en bas de Zoom Q&A. Questions-réponses. C'est là véritablement que nous, on pourra collecter vos questions, y répondre peut-être directement dans ce module-là, ou alors on apportera une réponse éventuellement à la fin de ce webinaire. Si certaines questions n'ont pas trouvé réponse, parce qu'il y en a trop peut-être, dans le cadre de ce webinaire, on essaiera d'y apporter une réponse par la suite avec le support quand tout sera mis en ligne courant de la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, je redonne la parole à Léna pour commencer et vous présenter notre webinaire sur les rémunérations 2022. Merci Julien. Alors, un petit point d'étape. On va procéder en quatre étapes. On va d'abord reposer le cadre juridique des négociations parce que c'est important de savoir comment on se situe de façon à optimiser vraiment cette négociation. On fera ensuite un tour sur les arguments que vous pouvez affûter à l'entrée de ces négociations et essayer d'avoir quelques points de repère dans la période actuelle. On ira ensuite voir sur quels sont les éléments que vous pouvez négocier. Et enfin, on finira par la démarche de négociation. On va commencer tout de suite pour rappeler un peu le cadre juridique des négociations. Alors, il faut savoir que depuis la LDSE, donc qui s'appelle aussi la loi Rebsamen, les négociations obligatoires ont été regroupées en 3 blocs. D'accord ? Ces 3 blocs sont aménageables par accord majoritaire. On y reviendra tout à l'heure. Un premier bloc qui a trait à la rémunération et au temps de travail, mais vous voyez qu'elle comprend aussi des mesures de résorption des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Un bloc de rémunération QVT égalité professionnelle, qui vise à négocier sur l'égalité professionnelle, mais aussi sur la qualité de vie au travail avec possible intégration de la pénibilité. Et un bloc sur la GEPP, qui s'appelait autrefois la GPEC, qui vise à négocier les emplois et les parcours professionnels. L'objet de ce webinaire, c'est bien le premier bloc, d'accord ? Donc, cette négociation sur la rémunération et le temps de travail. OK ? Alors, ça, c'est quelques points de repère sur le déclenchement de la négociation qui est valable pour toutes les négociations obligatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est que la négociation s'impose dans les entreprises où il y a une ou plusieurs sections d'organisations syndicales représentatives. C'est bien à l'employeur d'engager la négociation, c'est sa responsabilité. Ceci étant dit, en cas de carence de l'employeur, il est possible pour l'une des organisations syndicales d'enclencher cette négociation. Cette négociation est obligatoire. Mais dans le cadre des ordonnances Macron, désormais, il y a plusieurs niveaux d'application du droit. Donc, sans accord, le Code du travail précise qu'elle est annuelle, d'accord ?
Mais il est possible de conclure un accord pour régir cette négociation. Et dans ce cas, l'accord peut fixer le calendrier, la périodicité. Donc, cette périodicité ne peut pas être plus importante qu'une fois tous les 4 ans. Les thèmes repris dans la négociation et les modalités de négociation. D'accord ? Cette négociation se déroule au périmètre de l'entreprise, mais il est possible qu'elle ait lieu dans chaque établissement si ceux-ci comportent des sections syndicales et qu'aucune organisation syndicale présente ne s'y oppose. Le Code du travail ne donne pas de périodicité particulière pour l'organisation de cette négociation. Il prévoit toutefois que la date peut être fixée au moins 12 mois après le début de la dernière négociation. Donc ça, c'est un point important puisque l'employeur ne peut pas reconvoquer une nouvelle négociation dans un délai inférieur à ces 12 mois. Alors, si on regarde maintenant les participants à cette négociation, la délégation des organisations syndicales représentatives comporte le délégué syndical de chaque organisation. S'il y a plusieurs délégués, le Code du travail précise qu'il faut au moins 2 délégués syndicaux. Si jamais il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise, il est possible de négocier avec des élus mandatés, des élus non mandatés ou des salariés mandatés. Il est possible pour chaque organisation syndicale de compléter sa délégation avec des salariés de l'entreprise. Soit c'est prévu par accord. Si jamais il n'y a pas d'accord, cette délégation ne peut pas être plus nombreuse que le nombre de DS. D'accord ? Pour ces salariés, ça peut être des élus du CSE, des membres qui sont concernés plus spécifiquement par le thème de négociation, par exemple le président de la commission égalité professionnelle pour la négociation sur l'égalité professionnelle ou des membres de la section syndicale. Alors, sur l'organisation de la négociation. Premièrement, il n'y a pas d'obligation de conclure un accord. C'est-à-dire que si l'ouverture de cette négociation est obligatoire, il n'y a pas d'obligation de signer in fine un accord. Ceci étant dit, il est bien précisé que cette négociation doit être réelle et non formelle et qu'elle doit respecter des principes de loyauté, de sérieux et de bonne foi. Autrement dit, la direction ne peut pas s'absoudre de son obligation de négocier en ouvrant de façon complètement formelle une négociation, mais sans donner d'informations, sans prévoir ce qui peut être mis sur la table. Voilà, il doit vraiment y avoir ce principe de loyauté, sérieux et de bonne foi qui doit être respecté. La loi ne précise ni la durée ni le nombre de réunions, mais de façon implicite, on comprend qu'il faut qu'il y ait plus d'une réunion, puisqu'il est prévu qu'une première réunion soit consacrée à l'organisation de la négociation, prévoir le lieu de la négociation, son calendrier, les informations qui seront destinées aux négociateurs syndicaux. Et il est précisé aussi qu'un accord d'entreprise peut organiser cette négociation. Donc, il peut y avoir effectivement un accord qui valide bien le calendrier, les informations qui seront remises, les lieux, le cadencement, tout ça, ça peut être formalisé dans un accord. Nous, ce qu'on conseille à Syndex, c'est avoir au moins 3 réunions, dont celle de démarrage, qui sont vraiment un nombre de réunions minimal pour prétendre à une négociation loyale. Et cet accord doit être un accord majoritaire, ce qui est le cas si il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives qui auront recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour, ou s'il est signé par une organisation syndicale représentative qui aura recueilli 30% des suffrages exprimés au premier tour et validé par référendum auprès des salariés. Alors, sur les thèmes de la négociation, on l'a vu ici, l'intitulé même de cette négociation, c'est bien les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Attention, ce qu'on entend dans les rémunérations, c'est bien au-delà du seul salaire de base. Donc, le salaire de base figure évidemment au cœur de cette négociation, mais c'est aussi le cas pour des rémunérations conventionnelles qui résultent d'un accord, des éventuelles primes de performance, des avantages en nature, toutes les composantes de la rémunération. Il est aussi prévu que les écarts de rémunération entre femmes et hommes, ainsi que les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes, doivent figurer dans cette négociation s'il n'y a pas d'accord spécifique en vue de réduire et de supprimer ces écarts de rémunération. D'accord ? Donc ça, il faut bien le garder en tête. Dans la thématique temps de travail, on va pouvoir aller négocier sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et notamment les questions relatives à la mise en place du travail à temps partiel. Et enfin, la négociation porte aussi sur le partage de la valeur ajoutée. Donc, c'est aussi dans cette thématique que vont pouvoir être abordées des questions relatives à l'intéressement, la participation, ou encore l'épargne salariale. Donc voilà pour le cadrage un petit peu juridique de comment doit se passer cette négociation. Je vais passer la parole à Julien pour traiter des arguments et points de repère dans la période actuelle. Alors, le deuxième point, effectivement, c'est une fois qu'on a défini le cadre dans lequel on peut mettre en place cette négociation, il faut réfléchir à l'ensemble des arguments et des situations et des contextes que l'on peut évoquer, utiliser au profit des revendications qu'on va construire. Alors d'abord, il faut avoir en tête qu'on est dans une période extrêmement atypique avec un contexte sanitaire qui bouleverse nos organisations, qui bouleverse le travail et qui doit être pris en considération, notamment parce que cette crise sanitaire, elle a fait l'objet d'un soutien financier massif de l'État aux entreprises, mais elle a eu aussi des conséquences majeures sur les conditions de travail, les conditions salariales et d'emploi des individus. Ça veut dire que, bien sûr, le soutien massif, on va revenir dessus, mais aussi l'ensemble des éléments sur vos conditions de travail qui ont été impactés, très souvent dégradés par ces situations-là, et qui sont donc un élément qui doit être intégré dans votre réflexion sur vos revendications d'ordre salarial. Alors là, on va vous présenter une méthode qui va vous permettre de prendre en compte l'ensemble de ces contextes et aussi les réalités des salariés pour mieux identifier les revendications qui auraient du sens pour les collectifs de travail que vous représentez et aussi, bien sûr, construire les arguments qui les accompagnent. C'est une méthode qui se base sur 4 étapes. La première étape, et on va revenir sur ces 4 étapes dans l'ensemble du webinaire, la première étape, c'est de poser la situation, c'est-à-dire d'aller identifier les contextes. La deuxième étape, c'est d'essayer d'identifier l'ensemble des aides ou des mesures dont a bénéficié votre entreprise et qui ont eu un impact sur ses comptes et sur sa masse salariale notamment, et qui donc sont une contribution aux équilibres économiques. La troisième étape, c'est de réfléchir à la situation économique et sociale de votre entreprise pour voir dans quel contexte votre entreprise spécifiquement se trouve. Et enfin, la quatrième étape, c'est de réussir à mettre en avant tous les efforts qui ont été consentis par les salariés pendant ces périodes difficiles. Et ils sont nombreux. Sur la première étape, qui est de poser la situation, dans un contexte aujourd'hui qui est quand même un contexte de reprise économique. Même si on est en train de voir une 5e vague déferler sur nous, ce contexte reste un contexte de reprise économique. D'abord, on a une évolution du SMIC ces dernières années qui n'a pas permis de maintenir le pouvoir d'achat des salariés. Vous avez eu un SMIC qui a certes augmenté de 0,9% en janvier 2021 et de 2,2% très récemment, mais vous avez un indice des prix à la consommation, IPC, ici hors tabac, qui augmente très fortement avec une augmentation de 2,6% en un an. Donc, vous voyez, on est sur des évolutions très fortes et on sait que cette évolution de l'inflation va continuer sur les mois à venir. Ensuite, on a un élément aussi très important, c'est la hausse très forte et la hausse encore attendue pour 2022 des prix de l'énergie, qui est un élément qui pèse lourd dans les comptes des foyers.
Donc, cette nouvelle hausse des prix qui est prévue en 2022, pour vous donner quelques illustrations, la Commission de régulation de l'énergie prévoit des très fortes hausses de prix d'énergie pour 2022. La Banque de France, elle aussi, prévoit une poursuite de la hausse des prix pour 2022 et même 2023. Voilà donc quelque chose qui va avoir un impact sur le pouvoir d'achat des salariés. Il faut donc réfléchir à des mesures pour compenser ces hausses à travers des augmentations salariales. Et quand on regarde ce qui est envisagé par les entreprises pour l'année à venir, ça c'est un élément aussi important pour vous situer par rapport à ce qu'on voit ailleurs. Au global, pardon, vous avez un cabinet qui s'appelle PeopleBase CBM, qui a fait une étude auprès d'entreprises et qui a identifié des augmentations salariales de l'ordre de 2,36% pour 2022. Très peu d'entreprises ont prévu un gel des salaires pour 2022. 4 entreprises sur 10 prévoient la mise en place d'augmentations générales avec des taux de 1,2% en moyenne. Donc, on voit là aussi, mais on va y revenir, que la question des augmentations générales est un phénomène qui malheureusement se réduit dans les entreprises. Et pratiquement toutes les entreprises qui ont prévu des augmentations ont prévu des augmentations d'ordre individuel avec des enveloppes d'environ 2,3%. Donc, les entreprises, elles ont aussi bénéficié, on l'a vu, de mesures pour les accompagner et qui ont des impacts positifs sur leur compte. D'abord, au cours des dernières années, on a eu la suppression de la garantie minimale de points, la GMP, pour les cadres. On a eu des conversions des crédits d'impôt sur la recherche en réduction de cotisation pour les entreprises. On a vu l'instauration de la prime PEPA, qui est exonérée de cotisations sociales et de forfait social, et un ensemble de réductions de cotisations patronales qui donc réduisent les impacts sur les comptes. En 2020, il y a eu la mise en place de l'activité partielle, donc ça a eu un impact fort sur les masses salariales avec la prise en charge par l'État. Vous avez eu des aides aussi à la prise de congés payés, des exonérations ou des aides au paiement de cotisations. Vous avez eu des aides à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans et des primes à l'embauche pour des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation. Sur 2021, les entreprises ont aussi bénéficié d'exonérations de forfait social sur les attributions gratuites d'actions et aussi de limites d'exonération de prise en charge des frais de transport salariés augmentés de 400 à 500 euros. Enfin, une dernière suppression du forfait social sur les abondements au plan d'épargne entreprise d'actionnariat salarié pour 2021, reconduite en 2022, avec des forfaits sociaux qui sont réduits sur les abondements unilatéraux de l'employeur. Donc, un ensemble de mesures qui vont contribuer à réduire le coût du salariat pour l'employeur. Tout ça, ça s'accompagne bien sûr de baisses progressives des taux d'impôt sur les bénéfices. Vous voyez, il est passé de 33,3 à 25% pour 2022. Des allègements d'impôts sur les contributions sur la valeur ajoutée, des contributions sur le foncier, la baisse de la valeur locative des établissements industriels, donc des impacts aussi directs sur les comptes de l'entreprise, de nouveaux crédits d'impôt qui sont mis en place, un système de bonus-malus qui a été reporté à 2022, mais qui sera normalement mis en place en 2022 sur les cotisations chômage et qui devrait être prorogé pour 2023. Donc, vous voyez, on a un ensemble de mesures qui sont très favorables à l'employeur et qui donc vont construire un contexte sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour justifier vos revendications. En disant, vous voyez, nous, on a telle ou telle revendication, mais en même temps, vous avez bénéficié de telle ou telle mesure qui vous permettent de dégager des économies qui peuvent être réinjectées dans les collectifs de travail. L'étape 3, c'est de se poser la question de sa propre entreprise. Donc, questionner votre situation économique et sociale à travers les informations que vous allez pouvoir collecter. Est-ce que votre entreprise, elle a finalement perçu des subventions? Quels sont les montants de ces subventions à travers l'activité partielle ou l'activité partielle de longue durée? Qu'est-ce que ça a généré comme économie? Qu'est-ce que ça offre comme perspective? Et quelles autres mesures éventuellement elle a pu bénéficier dans un court passé? Tout ça, c'est des éléments que vous devez intégrer dans votre réflexion. Ça veut dire aussi réussir à les capter en amont à travers les procédures d'information-consultation du CSE ou à travers des demandes d'information que vous allez mettre en place en début de négociation.
Donc, quelle est la situation économique financière de l'entreprise, hein, vos prévisions de chiffre d'affaires. Si vous avez une entreprise dans laquelle le chiffre d'affaires va fortement progresser en termes de prévisions, il est légitime qu'il y ait un partage de la richesse et que donc il y ait une part qui revienne aux salariés. Est-ce que vous aurez plus ou moins d'heures supplémentaires à réaliser? Comment ça va se gérer? Est-ce qu'il y aura des impacts de cette situation économique et financière sur les versements des primes? Est-ce que vous allez avoir des résultats, des évolutions de résultats entre les résultats nets, les résultats d'exploitation? Tous ces éléments, tous ces indicateurs économiques, c'est une base intéressante pour vous pour construire vos revendications. Et enfin, bien sûr, à travers ça, quelle équité dans la répartition des efforts et le partage de la richesse. Hein, est-ce que vous avez eu beaucoup de dividendes qui ont été versés aux actionnaires? Est-ce que vous avez eu des intéressements ou de la participation à des niveaux plus élevés, ou du moins satisfaisants? Quelle a été aussi la politique salariale qui a été mise en place par le passé? Est-ce que vous avez eu plusieurs années de gel de salaire qui justifie du coup une revalorisation, même si les années passées, l'inflation était faible et donc les gels de salaire avaient un impact limité sur la baisse du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, dans un cadre où l'inflation va être forte et avec donc dans cette hypothèse-là des politiques salariales qui ont limité ou gelé les augmentations de salaire, vous êtes en droit de dire désormais il faut rééquilibrer et revaloriser les salaires pour rattraper les retards qui ont été pris par le passé. Donc là-dessus, votre expert, dans le cadre de vos procédures d'information-consultation, il peut vous aider parce qu'il va avoir accès à l'ensemble des informations pour réfléchir à vos revendications, pour vous aider à les construire. Et il va poser un diagnostic qui va vous permettre d'avoir une vision claire sur la situation économique et financière de votre entreprise. En plus de ce contexte, en plus de la situation particulière de votre entreprise, il y a aussi la question de tous les efforts que les salariés ont dû consentir pendant cette crise sanitaire. Et là, ils sont nombreux parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises dans lesquelles les conditions de travail ont été fortement dégradées, mais ce n'est pas le seul élément d'effort qui a dû être consenti par les salariés. D'abord, vous avez des pertes d'achat qui ont été importantes avec la mise en place d'activités partielles. Il n'y a pas toujours eu compensation de la part des employeurs. Donc, la question du taux de prise en charge est importante. La question des assiettes d'indemnisation aussi. Hein, quel impact tout cela a eu sur les versements des primes et leur prise en compte dans les assiettes d'indemnisation? Est-ce que vous avez eu des majorations sur les heures qui ne sont pas des heures structurelles d'heures supplémentaires? Tous ces éléments-là, comme on l'a vu avant, hein, l'expert peut vous aider à comprendre ces situations-là et à clarifier ce qui s'est passé dans votre entreprise. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des impacts potentiels forts sur le pouvoir d'achat des salariés qui ont pourtant, malgré tout, continué à faire le travail dans des conditions dégradées, mais pour un résultat le meilleur possible. Ensuite, vous avez les effets indirects de la crise. Hein. On l'a vu, l'ensemble des enveloppes de rémunération variable a été souvent limité, voire fortement réduite, que ce soit les enveloppes collectives, intéressement, participation, mais aussi les enveloppes de rémunération individuelle, les primes exceptionnelles, les primes sur objectifs, de facto, ont été impactées par cette situation exceptionnelle. La baisse des heures supplémentaires, on a beaucoup d'emplois où le niveau de rémunération est conditionné par le recours aux heures supplémentaires, aux heures complémentaires pour atteindre un niveau satisfaisant pour les salariés. Satisfaisant, j'entends suffisant, voire en tout cas meilleur que le simple salaire de base. Donc, on voit bien les effets indirects de cette crise. Et enfin, la question aussi des congés et des RTT qui ont pu être imposés par l'employeur, ou même la mise en place du télétravail sans compensation financière. Donc, le coût du travail est désormais déporté sur les salariés, avec toujours des dégradations de conditions de travail significatives. On a tous eu un moment ou un autre à travailler en télétravail avec des enfants dans les pattes, avec un environnement de travail pas agréable, un mauvais bureau, une mauvaise chaise, ou simplement on a tous eu des conditions de travail où vous avez eu un grand nombre des conditions de travail avec des changements d'horaire, où on réorganise la production pour limiter les contacts, limiter les échanges entre équipes. On a donc aussi cet impact sur les conditions de travail à travers la réduction des échanges informels et des contacts sociaux entre nous, salariés, ce qui contribue à des impacts psychiques et même physiques sur la santé des salariés.
Donc ça, c'est des éléments qui sont légitimes à intégrer dans une négociation avec des revendications qui, certes, sur notre sujet d'aujourd'hui, sont plus portées sur la question de la rémunération, mais la rémunération, elle répond bien à un enjeu de je contribue, je bénéficie d'une rémunération par la suite. Et dans la contribution, il y a aussi la question des conditions de travail. Donc, les éléments qu'il faut retenir pour cette présentation ici, c'est vous avez une situation macroéconomique qui est plutôt favorable aujourd'hui à des demandes et à des revendications salariales. Vous avez de l'inflation, vous avez une reprise économique, vous avez un grand nombre d'aides de l'État qui sont venues soutenir les entreprises. Donc, un point macroéconomique. Un contexte de votre entreprise à prendre en considération. Quelles sont les évolutions attendues en termes de chiffre d'affaires? Comment la mise en place éventuelle de l'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée a eu un impact sur les comptes de l'entreprise et a pu dégager éventuellement des ressources et des moyens à réinvestir dans les collectifs de travail et regarder comment finalement les actionnaires se sont malgré tout rémunérés durant ces périodes-là. Et enfin, dernier point de la méthode que nous vous proposons aujourd'hui, c'est bien sûr de ne pas oublier vos collectifs de travail, prendre en compte les conditions de travail et les contraintes qui ont été imposées aux salariés pendant ces périodes difficiles. La question des heures supplémentaires, des primes comme étant les éléments qui ont pu être grévés, retirés de votre pouvoir d'achat et plus globalement, l'ensemble des éléments qui ont démontré que malgré la situation difficile, les salariés ont continué à être présents, à continuer à faire le boulot pour faire tourner l'entreprise. Et ça, c'est un enjeu majeur de rappeler que le partage de la richesse créée, il doit aussi permettre aux salariés d'en bénéficier. Donc, vous avez ici une méthode en 4 étapes qui vont vous permettre de poser vos revendications, de les construire et de les chiffrer. Car l'essentiel est aussi d'arriver à chiffrer vos revendications pour leur donner une légitimité vis-à-vis des salariés, mais aussi vis-à-vis de l'employeur. Léna, je te rends la parole pour cette partie, les éléments à négocier. Merci Julien. Le ton passe est en plein écran. Voilà, donc on a vu avec Julien effectivement cette méthode en 4 étapes de façon à arriver préparé en négociation avec des arguments qui sont affûtés. On va voir maintenant quels sont les éléments que vous pouvez négocier. En effet, on peut parfois se retrouver face à des blocages. Vous arrivez avec des demandes sur les salaires de base, vous vous retrouvez face à une direction qui n'entend pas ces demandes. L'idée, c'est plutôt que de buter sur cet élément du salaire de base, peut-être essayer d'élargir, de décaler un petit peu, de prendre le problème, de le contourner un petit peu en allant identifier d'autres composantes de rémunération qui pourraient être réévaluées. Voilà, qui pourrait être identifié comme étant plus facile à accorder du point de vue de la direction et de votre point de vue, essayer de pas se laisser enfermer dans un débat sur les salaires de base. Donc, un point très important quand vous rentrez en négociation, c'est demander un état des lieux des différentes primes qui sont en vigueur dans l'entreprise. Qu'est-ce qui existe comme prime? Pour chaque prime, quels sont les bénéficiaires? Quelle est la population qui est éligible au versement de cette prime, quel est le mode de calcul même de la prime, quels sont les objectifs sous-jacents à l'existence même de la prime et les objectifs sous-jacents au déclenchement de cette prime. Essayez vraiment d'avoir cet état des lieux parce que bien souvent, voilà, si vous faites l'exercice, nous, on se rend compte quand on le fait que bien souvent, en fait, les représentants des salariés ou les organisations syndicales ne sont même pas au fait de l'ensemble des primes qui peuvent exister dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment très important de faire cette mise à plat parce que par moment, vous allez vous retrouver à buter sur, voilà, essayer d'attaquer cette négociation sur le salaire de base, alors même qu'il y a tout un tas d'autres éléments de rémunération auxquels vous n'avez pas eu accès jusqu'à présent. Et ça peut être vraiment intéressant de faire cette mise à plat et d'essayer de peut-être revaloriser d'autres éléments. De la même façon, voilà, sur la prime, vous pouvez effectivement demander soit à ce que la population éligible soit plus importante, hein, qu'il y ait plus de salariés qui soient éligibles au versement d'une prime. Peut-être négocier une évolution de son mode de calcul, je ne sais pas, une prime qui est assise sur un niveau de résultat, pourquoi ne pas essayer de faire en sorte qu'elle soit rattachée à un autre niveau de résultat qui vous soit plus favorable.
lister les dispositifs conventionnels qui sont en vigueur pour essayer de négocier peut-être une amélioration de ce qui est prévu dans la convention collective. Je prends un exemple de la prime d'ancienneté. Donc, il y a certaines conventions collectives où la prime d'ancienneté est assise sur la rémunération annuelle garantie par la convention collective, qui sont les minima. Il y a des entreprises qui, effectivement, ont négocié un calcul de la prime d'ancienneté directement sur le salaire de base du salarié. Ça peut être une idée. Et comme l'a déjà souligné Julien, effectivement, regardez quelles ont été les modifications des conditions de travail, le passage en télétravail, le changement d'horaire, d'organisation, et surtout interroger les contreparties qui ont été prévues pour ces modifications de conditions de travail. Si jamais des contreparties n'ont pas été envisagées, peut-être que c'est le moment d'en discuter. Vous pouvez aussi rediscuter de ces contreparties telles qu'elles ont été décidées au moment de leur mise en place. Là, l'idée, c'est vraiment de ne pas se focaliser uniquement sur le salaire de base. Le salaire de base, c'est important, mais il y a tout un tas d'autres éléments de rémunération qu'il faut adresser et qui peuvent vraiment vous permettre d'avoir une sortie en cas de conflit avec la direction qui ne veut rien entendre sur l'évolution du salaire de base. Alors, un petit point, parce que ça a pas mal bougé ces dernières années. Julien vous l'a dit tout à l'heure, effectivement, la prime PEPA, c'est une prime qui existe depuis quelques années maintenant. Elle a été reconduite en 2021 et cette année, elle a de nouvelles dispositions par rapport à l'année passée. Alors, ce qui ne change pas, c'est qu'elle est ouverte aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC, d'accord ? Un versement qui est possible entre le 1er juin et jusqu'au 31 mars 2022. D'accord ? Donc, on est vraiment sur un exercice à cheval. La prime, elle peut être modulée en fonction des bénéficiaires, des critères de rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence ou du temps de travail. Et elle peut être exonérée jusqu'à 2 000 € au lieu de 1 000 € si elle répond à ces conditions-là. Donc, soit il y a un accord d'intéressement, ça ne change pas par rapport à l'année dernière, ou si elle vise à récompenser les travailleurs de la deuxième ligne. Donc, et entendu par les travailleurs de la deuxième ligne, ce sont les salariés qui ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et qui sont uniquement ou majoritairement des personnes qui ont travaillé sur site en 2020 et 2021. D'accord ? Donc, attention, ça veut dire que ça met de côté, effectivement, des salariés qui auraient télétravaillé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire récompenser les travailleurs de la deuxième ligne ? Alors, ce que disent les textes, c'est que des mesures doivent être prises dans au moins 2 des 5 thèmes, donc qui sont rémunération, classification, nature du contrat de travail, santé, sécurité au travail, durée du travail et articulation avec la vie privée, formation et évolution professionnelle. Alors, ces mesures, elles doivent passer soit par la conclusion d'un accord, soit par un engagement à l'ouverture d'une négociation, ou la conclusion d'un accord qui prévoit l'ouverture d'une négociation dans les 2 mois. D'accord ? On rappelle que ces accords-là, ce qui compte, c'est l'ouverture de la négociation. Donc, ils ne sont pas, le résultat de cette négociation n'est pas obligatoire. Donc, finalement, ce sont quand même des dispositions qui sont suffisamment larges pour concerner ces travailleurs de la deuxième ligne. Et enfin, il est possible de porter cette exonération à hauteur de 2 000 € dans les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, on se permet de le mettre là parce que si vous êtes dans un contexte dans lequel les négociations patinent un petit peu, que la direction est franchement pas ouverte, voilà, la prime PEPA, ça peut être effectivement un moyen annexe puisque ça représente comme avantage pour les salariés d'être exonérés d'impôts sur le revenu, de cotisations salariales et contributions sociales, donc CSG, CRDS, et d'être exclus des ressources pour calcul de la prime d'activité et pour l'attribution de l'allocation adulte handicapé. C'est aussi du plus pour l'employeur, puisque c'est aussi une prime qui est exonérée socialement et fiscalement dans la limite des plafonds définis et qui est peut-être modulable selon différents critères. Et surtout, comme c'est une prime prévue pour l'instant pour 2021, on ne sait pas encore si le dispositif sera reconduit en 2022.
voilà, c'est une prime qui peut être versée en une seule fois et qui donc n'a pas d'impact sur la masse salariale de la direction. Alors, ce n'est pas l'idéal. Ceci étant dit, dans le cas où ça patinerait vraiment trop en termes de négociation, ça peut toujours être une issue de secours qui peut être intéressante. Enfin, dans un contexte d'une direction qui peut être parfois un petit peu retorse, plutôt que de négocier des enveloppes, essayez de négocier des principes. L'idée, c'est que plutôt que d'arriver en disant on voudrait tant de pourcents de la masse salariale dans le cadre de cette NAO, essayez de dire, par exemple, nous, on veut faire en sorte que l'égalité salariale entre telle catégorie de population et telle catégorie de population soit atteinte à horizon 2 et vous fixez des objectifs. Vous pouvez aussi prévoir que dans cette négociation, votre principe soit celle de défense du pouvoir d'achat, de dire nous refusons ou nous souhaitons que l'ensemble des rémunérations soient augmentées à minima de la progression de l'inflation de ces dernières années. Vous pouvez aussi viser des principes de reconnaissance collective, donc de dire nous souhaiterions que les efforts consentis par les salariés pendant la crise Covid soient reconnus via l'attribution d'une prime collective ou d'une augmentation collective. D'accord ? Vous pouvez aussi, si vous constatez des dispersions salariales importantes dans votre entreprise, vous pouvez aussi négocier des grilles de salaire à l'embauche. Vous pouvez aussi négocier un principe de aucun salarié ne doit être privé d'augmentation pendant plus de 3 ans ou 2 ans. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi négocier des limites aux écarts salariaux. Dire, voilà, à coefficient donné, on ne souhaite pas qu'il y ait un rapport de plus de temps entre le salaire le plus bas et le salaire le plus fort. Et enfin, vous pouvez aussi dire que vous souhaitez négocier la reconnaissance de la performance. Ça, c'est un point qui est important, puisque bien souvent, c'est des montants de primes qui peuvent être parfois importants, et la plupart du temps, les directions tendent à laisser de côté les représentants des salariés quand il s'agit de discuter de performance individuelle et de sa reconnaissance. Là, pareil, négocier le cadre, négocier les modalités, négocier les limites et négocier la transparence de ces modalités. Donc ça, c'est de la même façon qu'on essaye de se détacher un petit peu du salaire de base pour aller interroger d'autres composantes de la rémunération. De la même façon, plutôt que de passer par des enveloppes, essayez d'arriver avec des principes sur la table. Et ensuite, ces principes-là, il faudra évidemment les chiffrer, mais ça permet tout du moins de porter autre chose que des éléments en termes de pourcentage de la masse salariale. Julien, je te redonne la parole sur la démarche de négociation. Voilà, le temps de rebrancher mon micro. Donc, quatrième partie de notre webinaire, la démarche de négociation. Alors, d'abord, le principe, on l'a vu un petit peu en introduction, c'est qu'il faut que la négociation soit loyale. Hein, le principe de loyauté, c'est l'engagement de s'inscrire dans une négociation avec l'objet, l'intention réelle d'aboutir à un accord. Même si à la fin, il n'y a pas d'accord, dans tous les cas, il faut que les parties de la négociation viennent avec l'idée de réussir à atteindre cet accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour l'employeur de vous donner des informations suffisantes pour négocier. Ce n'est pas possible de négocier si vous n'avez pas des informations, en tout cas si vous n'essayez pas de rééquilibrer l'écart en termes d'accès à l'information. L'employeur, il doit aussi vous donner des réponses motivées à vos revendications. Il ne suffit pas de vous dire oui, ça, non, ça, oui, ça, non, hop, ça sur le côté. Non, il doit motiver ses réponses. Vous devez identifier un calendrier de négociation pour savoir à quel moment la négo va se terminer, pour pas qu'à la deuxième réunion, ils vous disent on s'arrête là. Ça, ce ne serait pas une négociation loyale. Vous devez garder trace des points qui sont en négociation. À la fin de chaque réunion, faites des comptes rendus que vous transmettez à l'employeur pour dire voilà ce qu'on s'est dit durant cette réunion-là. Si il ne l'infirme pas, vous avez déjà quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la négociation et de pouvoir progresser vers des points supplémentaires. Toute action qui techniquement va relever d'une absence ou d'un manque de loyauté de l'employeur, ça pourrait en théorie faire l'objet d'une action judiciaire. Donc ça peut être mis en avant. Néanmoins, il faut réussir à apporter la preuve de la faute, la preuve du manque de loyauté, ce qui est quand même très compliqué, et ou du préjudice subi, ce qui là aussi est assez compliqué. Donc l'enjeu, il est plutôt de rappeler le principe de bonne foi, de mettre en place les 4 puces que vous voyez
avant l'information, les réponses motivées, le calendrier et de cranter la négociation, c'est-à-dire vraiment d'inscrire un peu dans le marbre les différentes étapes pour se garantir que cette négociation se passe dans les meilleures conditions possibles. Hein, à la fin, en plus, en cas de, si vous arriviez à prouver un manque de loyauté, l'employeur qui vous dirait à la première réunion, de toute façon, je l'ouvre parce que j'ai pas le choix, mais je vous donnerai rien et de toute façon, je souhaite pas avoir un accord, à part avec un élément aussi concret, voire même écrit de ça, tout ça reste assez compliqué et avec des sanctions qui de toute façon ne seront que financières. Donc, ce principe de loyauté posé, les bonnes pratiques à avoir en négociation, c'est d'essayer le plus en amont de discuter du cadre de la négo. Quel calendrier? On l'a dit déjà. Le rythme des réunions. Combien on va mettre en place de réunions pour vous permettre d'avoir le temps d'analyser toutes les informations que vous allez récupérer. Ces informations, quelles sont-elles? De quoi vous avez besoin? Et qu'est-ce que la direction envisage de vous communiquer? Là, vous pouvez aussi demander à la direction une liste d'informations qui peuvent être construites d'ailleurs avec votre expert dans le cadre de l'information consultation ou dans le cadre d'un conseil. Pensez toujours à récapituler par écrit tous ces éléments-là pour avoir des traces qui évitera que l'employeur se dédise à la réunion suivante ou en tout cas qui le rendra plus compliqué le fait de nier ce qui a pu être expliqué ou de raconter à la réunion précédente. Appuyez-vous sur le travail du CSE. C'est lui qui va collecter l'information, c'est lui qui a toutes les armes pour glaner cette info. Allez, appuyez-vous sur lui, allez chercher dans la BDES les infos que la direction aura mis à disposition. Appuyez-vous sur votre expert à travers notamment vos 3 informations consultations, hein, la situation économique et financière, les orientations stratégiques et la politique sociale, notamment sur la question de l'analyse des rémunérations. Appuyez-vous là-dessus. Nous sommes un expert technique sur les questions de rémunération pour aujourd'hui, mais aussi on peut être un conseil, et je crois un bon conseil, dans le cadre de vos négociations. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur nous et sur votre CSE pour mettre en place vos négociations. Articuler l'information consultation avec la négociation en s'appuyant notamment sur les travaux d'experts, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ça va vous permettre de faire un état des lieux des systèmes de rémunération qui sont mis en place dans votre entreprise et de réfléchir aux impacts des mesures qui ont été mises en place par le passé, mais aussi d'avoir une réflexion sur les mesures qui seront mises en place. Vous connaissez votre masse salariale et que vous faites une demande d'augmentation, vous êtes capable de calculer grosso modo, à grosse maille, ce que ça va représenter, quel impact ça aura sur la masse salariale de l'entreprise. Essayez de comprendre les mécanismes de la politique de rémunération. Est-ce que vous avez une boîte qui va plutôt privilégier les augmentations individuelles et pourquoi? Est-ce qu'elle a une entreprise qui va privilégier les primes exceptionnelles, discrétionnaires? Il faut comprendre ça pour vous permettre d'avoir une visibilité, une bonne vision sur le système de rémunération et tous ces éléments qui la composent. Mettre en perspective par rapport à la situation économique. Hein, là, je vous renvoie à la méthode qu'on vous a présentée durant ce webinaire. Analyser ces infos-là, évidemment, pour essayer d'en sortir des éléments qui vont vous aider à construire et à légitimer vos revendications. Et partir des revendications aussi, des propositions plutôt que des revendications faites par votre employeur et des impacts que ça aura en termes d'augmentation individuelle ou d'augmentation collective pour les salariés, pour pouvoir avoir une vision de ce que ça représente pour l'employeur, mais pour les salariés. Parce que si votre employeur vous dit « je mets 2 millions d'euros sur la table », mais qu'au final, vous vous rendez compte que ça représente une augmentation de salaire de 10 euros par personne, vous voyez, on n'est pas sur les mêmes attendus et les mêmes conséquences. Ça peut paraître beaucoup de millions d'euros, mais finalement, ramené à individu par individu, la somme peut être jugée très insuffisante. Recherchez les marges de manœuvre dont votre direction que votre direction a dans sa banette. Ça, c'est bien sûr tout ce qu'il y a en termes de progression de chiffre d'affaires, en termes d'économies générées durant ces périodes-là, d'aides d'État, etc. Ça, c'est les marges de manœuvre, c'est-à-dire ce qu'elle peut débloquer pour le réinjecter dans des augmentations des rémunérations.
Trouvez vos propres enjeux. Est-ce que vos enjeux à vous, c'est plutôt de garantir de l'équité au sein de vos collectifs, plutôt de pousser sur une revalorisation du pouvoir d'achat? Est-ce que c'est plutôt de remettre du collectif dans les rémunérations en récompensant et en reconnaissant le fruit d'un travail collectif plutôt que d'un travail individuel? Construire vos propositions à travers ces définitions d'enjeux et les contextes que vous aurez identifiés, et ensuite bâtir un argumentaire. Un argumentaire vis-à-vis de la direction, bien sûr, en négociation, hein, pour être crédible en tant que négociateur, mais aussi un argumentaire vis-à-vis des salariés, pour justifier vos revendications. Alors là-dessus, on peut s'appuyer sur les demandes de la base, justifier vos revendications et pour obtenir leur soutien. Parce que vous avez besoin du soutien de la base pour aller dans ce type de négociation. Donc, si on reprend un petit peu ces idées-là, avec un processus pas à pas, hein, on est toujours sur cette idée de identifier la situation, la comprendre. Quelles sont les catégories de salariés sur lesquelles on a besoin d'appuyer plus fortement? Quels sont les modes de rémunération qui sont mis en place dans l'entreprise? Est-ce qu'on a eu des gels de salaire ou des hausses très limitées de salaire pour certains collectifs? Peut-être que c'est sur eux qu'il va falloir mettre un petit coup de pouce supplémentaire. Est-ce qu'on a une entreprise qui est plutôt en difficulté, donc avec de faibles marges de manœuvre, ou une entreprise qui s'en sort bien, avec donc des marges de manœuvre importantes? Deuxième étape, trouvez vos enjeux. Est-ce que vous, c'est plutôt les bas salaires? Est-ce qu'il faut revaloriser les bas salaires ou est-ce qu'il faut réfléchir plutôt à la question de l'équité entre les femmes et les hommes? Est-ce que vous avez le sentiment que tous les efforts qui ont été demandés, exigés par l'employeur ont été reconnus? À ce moment-là, est-ce que ça, c'est un enjeu finalement d'identifier des collectifs qui ont peut-être porté plus d'efforts pour les reconnaître plus à travers des hausses de rémunération? Ou est-ce que vous avez un système à la tête du client sur lequel il faut retravailler et donc justifier des augmentations d'ordre collectif? Ensuite, troisième étape, ciblez vos objectifs. Quels sont nos objectifs finaux? Est-ce que nous, on veut augmenter les salaires? Est-ce qu'on veut mettre des règles et des garde-fous pour protéger les salariés de règles dysfonctionnelles? Est-ce qu'on veut simplement préserver le pouvoir d'achat? Est-ce qu'on veut réduire les dispersions salariales entre les salariés pour remettre un peu d'équité? Est-ce qu'on veut rétablir une équité plus large dans l'entreprise entre différents groupes de salaires? Une fois que vous avez défini vos enjeux et vos objectifs, à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à la manière de mener votre action dans la négociation en identifiant quelques questions qui sont est-ce que nous, on va plutôt travailler sur des grilles de salaire à l'embauche et donc on va proposer de revaloriser des grilles de salaire pour les embauches? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur des augmentations générales pour les plus bas salaires ou pour tout le monde? Ça, c'est des décisions à prendre. Est-ce qu'on réfléchit on propose des enveloppes de rattrapage par rapport aux années précédentes? Ou alors, est-ce que finalement, on va aller sur des mesures d'ordre individuel parce que peut-être elles ont plus de chances d'être acceptées par l'employeur en termes de revalorisation salariale. Donc, vous avez une fois de plus une démarche qui vous est proposée qui va vous permettre de vous aider à construire et à structurer vos négociations. Donc, il faut avoir conscience quand même qu'une négociation, ça a plus de difficultés à aboutir si vous n'êtes pas en capacité à un moment de peser sur la négociation, peser sur l'employeur, notamment à travers la construction d'un rapport de force. Alors, qui dit rapport de force ne veut pas automatiquement dire blocage des usines, brûler des pneus, mettre en grève tout le collectif de travail. Mais construire un rapport de force, c'est gagner en légitimité et en crédibilité vis-à-vis de votre employeur et vis-à-vis des salariés pour porter vos revendications. Associer les salariés tout au long de la négo, ça peut être une piste intéressante. Recueillir leurs demandes en amont, communiquer sur le déroulé de la négociation, notamment avec des petits comptes rendus que vous pouvez faire régulièrement, expliquer sur quoi vous travaillez et les enjeux qui vous semblent importants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'expliquer votre stratégie, parce que là, il y a un enjeu sur lequel il faut faire attention. Faites un état des lieux et d'éventuels blocages avec la direction. Informez-les, associez-les, faites groupe, faites corps avec eux sur cette négociation-là. Demandez une info de qualité vis-à-vis de l'employeur. Il faut être très clair. Une info de qualité, ce n'est pas simplement un salaire moyen par catégorie socio-professionnelle. Ce n'est pas suffisant pour mener une négo. Il faut de l'information de qualité. Vous y avez droit. Donc, vous êtes en droit de la demander et de la redemander quand la réponse n'est pas à la hauteur de vos attentes. Et vos revendications, vous allez les appuyer sur des éléments concrets, des éléments d'information que vous aurez eu et des choses concrètes que vous aurez glanées par ailleurs.
et mettez bien sûr la direction face à ses obligations de loyauté, c'est-à-dire un nombre suffisant de réunions, des réponses motivées à vos revendications, des contre-propositions qu'elles peuvent faire et la possibilité de faire bouger les lignes. C'est ça la loyauté d'une négociation. Enfin, bien sûr, toujours cette troisième idée de collecte de l'information entre l'articulation, entre vos informations consultations, qui sont là où vous allez glaner l'information, la collecter, l'analyser, la digérer et en faire une matière utile pour la négo. Tout ça à travers l'usage et l'aide du CSE et de votre expert. Et donc, cet expert qui pourra vous aider à travers, grâce à son expertise, son rapport d'expertise qu'il produira, les analyses dedans qu'il aura construites, les conclusions qu'il tirera et les chiffrages d'éventuelles propositions que vous pourriez faire. L'expert, en tant que conseil, peut vous aider à chiffrer vos revendications et même peut vous aider à structurer ou à construire votre cahier revendicatif. Le cahier revendicatif, c'est l'ensemble des revendications que vous allez mettre sur la table des négociations. C'est quelque chose que l'expert sait et peut faire à vos côtés et à définir avec lui la façon dont vous souhaitez travailler. Donc, voilà pour ce premier webinaire sur négocier les rémunérations. Il y a eu pas mal de questions dans le module questions-réponses. On va y répondre aujourd'hui. J'espère qu'on a été très clair avec Léna sur nos propos. Je vais donc couper cette présentation pour revenir en direct avec vous. Comment je fais pour arrêter le partage? Hop. Je ne peux pas arrêter le partage, tiens, c'est étrange. Si tu as ta barre verte et normalement tu as un petit. Ah oui, pardon, évidemment, c'est écrit en gros et je ne le voyais pas. Voilà, donc on a pas mal de questions sur le chat. Alors je propose. Peut-être une question. Alors, normalement, elle est censée s'afficher puisque j'ai cliqué sur répondre en direct, mais je ne suis pas sûre. On a une question de Maurice Castelnau qui nous demande: avez-vous des exemples d'une liste d'informations? Alors, la liste d'informations que vous pouvez demander pendant une négociation, elle est forcément éminemment dépendante de la situation de votre entreprise. À minima, ce que vous pouvez demander, c'est des éléments relatifs au positionnement salarial des salariés dans votre entreprise. Donc, demandez des mini, des moyennes, des maxi de salaire de base par coefficient de votre grille conventionnelle. Demander des explicitations sur des éventuelles différences entre salaire des femmes et salaire des hommes. Appuyez-vous, comme l'a dit Julien, sur les éventuels rapports d'expertise ou les informations qui sont versées dans la BDES, notamment des éléments liés à la situation économique et financière et aux orientations stratégiques. Voilà, tout élément que vous pouvez prendre qui montre que la direction prévoit une augmentation du chiffre d'affaires, prévoit une amélioration des résultats, qu'elle soit passée ou à venir, tout ça, c'est autant d'éléments avec lesquels vous allez pouvoir rentrer en négociation en montrant bien que la situation économique et financière de l'entreprise peut effectivement se le permettre. N'hésitez pas non plus à demander l'évolution de la masse salariale entre une année et l'autre pour voir effectivement quels éventuels gains a pu faire la direction sur le dos des salariés en ne versant pas des primes de performance parce que à la suite de la crise, les performances étaient moins au rendez-vous ou en faisant moins d'heures supplémentaires. Voilà, tous ces éléments, c'est effectivement des points que vous pouvez demander. Et après, vérifiez aussi que la BDESE qui vous est due est bien à jour. D'accord ? Ça peut être toujours un petit levier de négociation que de montrer que la direction ne transmet pas des informations qui vous sont dues. Alors, on a une question aussi sur la question de la mutuelle. Notre mutuelle va augmenter, cela peut-il être argumenté en NAO? Oui, tout à fait, parce que ça va avoir un impact direct sur le pouvoir d'achat des salariés, et c'est bien en lien en plus avec l'entreprise. Alors d'une part, il est possible de négocier une prise en charge plus importante par l'employeur, même si cette hausse, elle aura un impact sur l'impôt sur le revenu, mais en tout cas, il est tout à fait légitime de la mettre dans la balance des arguments que vous utilisez pour justifier une demande d'augmentation de salaire. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ça a bien un impact sur le pouvoir d'achat des salariés. Donc, n'hésitez pas. Globalement, tout ce qui a un impact sur le pouvoir d'achat des salariés, vous pouvez le mettre dans la balance de vos arguments pour justifier vos revendications.
Il y a un commentaire là d'un spectateur anonyme qui nous dit qu'il a fait la première NAO cette année, bravo, et qu'il a réussi à négocier 2,5% d'augmentation plus une prime de 750 € pour tous les salariés, alors que l'année dernière, il y avait eu 0% d'augmentation et zéro prime. Et il dit qu'il a mis en avant les augmentations qu'a eu l'entreprise concurrente qui se trouve à 20 km de chez nous. Ça, effectivement, c'est un point à faire. Si vous pouvez glaner des informations sur ce qui se passe dans les entreprises de votre bassin d'emploi, effectivement argumenter sur le fait que la fidélisation des salariés est importante et que si jamais votre direction a une politique salariale qui est moins disante que les entreprises aux alentours, il y a un fort risque que des salariés partent dans les entreprises alentours, d'autant plus qu'il y a actuellement un certain nombre de métiers sous tension, c'est-à-dire sur lesquels les entreprises ont du mal à recruter. Donc, argument à mobiliser, effectivement. Alors, question. On va prendre une dernière question écrite et après on prendra quelques questions à l'oral. Il y avait des questions sur les heures supplémentaires qui peuvent augmenter le montant des impôts. Donc, stratégie pour éviter cela. En fait, tout élément de rémunération que vous allez collecter va faire l'objet d'une contribution sur l'impôt sur le revenu. Sauf avec quelques éléments exonérés là-dessus, mais les heures supplémentaires, ça font partie des choses sur lesquelles vous êtes imposé. On ne peut pas éviter ça. Il faut garder en tête que le taux d'imposition, il ne va pas évoluer, sauf à faire beaucoup d'heures. Ça ne va pas vous faire changer de tranche du taux d'imposition, normalement. Et dans tous les cas, que vous augmentiez le salaire de base ou que vous fassiez des heures supplémentaires, malheureusement, vous aurez, enfin, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, mais en tout cas, vous serez imposé sur ces revenus-là. Après, les primes aussi sont imposées, donc sauf quelques éléments particuliers. Dans tous les cas, là, c'est difficile d'échapper à l'impôt sur le revenu. On n'a pas encore de niche fiscale pour les salariés qui permettent cela. Ok, on va prendre quelques questions à l'oral. Alors Mathieu, normalement, tu nous as rejoint. Si tu peux nous ouvrir le micro d'une quelques personnes qui souhaiteraient poser des questions à l'oral. Alors, écoutez, levez la main ceux qui souhaitent nous poser une dernière question à l'oral. Ce serait sympa de pouvoir vous entendre aussi. Parce que Alors, là, il y a on a parlé François tout ça. Vernier qui a levé la main, je Alors, crois. tu peux lui donner le micro parce que je ne le vois pas. Non, je ne peux pas, mais c'est bon. Là, voilà. Bonjour. Bonjour. Vous voyez, c'est bon. J'ai posé une question dans les questions-réponses. Je n'ai pas eu de réponse. C'est concernant la négociation, l'ouverture de ce webinaire. Vous avez dit que l'inflation grimpe, que la Banque de France prévoit une inflation. On a entendu Gilles-Édouard Leclerc indiquer qu'on allait passer peut-être à 4%, etc. Est-ce qu'on peut, puisque les négociations NAO ont commencé ou vont commencer, est-ce qu'on peut envisager dans l'accord, si on arrive à un accord NAO ou dans le PV de désaccord, de prévoir une clause de revoyure de façon à pouvoir faire un point, par exemple dans 6 mois, justement pour réajuster le pouvoir d'achat si l'inflation grimpe? Oui. Tout à fait. En fait, l'obligation qui s'impose à l'employeur, c'est d'ouvrir cette négociation une fois par an. Mais vous pouvez tout à fait prévoir dans un accord que, en cas d'inflation supérieure à 2 ou 3%, par exemple, j'invente là, mais avec un critère particulier, les parties s'engagent à se réunir à nouveau pour entamer une nouvelle négociation de revalorisation des salaires. Hein, donc, mais après, il faut que l'employeur soit d'accord sur cet élément-là. Après, ce qu'on voit aussi souvent, c'est alors pas dans le cadre de réouverture d'une négociation, mais des augmentations qui sont données en 2 fois. Ça, c'est un phénomène assez fréquent. Ça permet de réduire l'impact sur les masses salariales pour l'employeur et de faire passer quand même une augmentation un peu plus importante. Mais pour répondre clairement à la question, oui, tout est possible dans le cadre d'un accord. Hein. Vous pouvez tout à fait garantir ça. Mais ça, par contre, ça ne présumera pas de la réussite de la seconde négociation. Bonjour, je prends la parole juste 2 secondes. C'est Mathieu, je m'occupe de faire le community management. J'ai malheureusement en fait raccroché le micro de François peut-être un peu vite. Je ne sais pas s'il avait terminé sa question. Si c'était le cas, c'est bon, tout va bien. On va passer à C'est la Musique censure. Mangini. C'est ça, exactement. Et sinon, en fait, que François, n'hésitez pas à relever la main. Voilà. Ah bah ça y est, c'est bon, il a relevé la main. Hop là.
Oui, c'était juste pour dire on peut s'en servir comme argument de négociation. Par exemple, si la direction nous dit je vous propose de 2,5 et de toute façon l'inflation ne va pas grimper, c'est de dire bah, OK et on met une clause si l'inflation dépasse les 2,5. Ouais, moi, je trouve que ça peut être effectivement une démarche intéressante parce que si l'inflation ne monte pas, c'est quand même globalement peu probable, mais et ben, du coup, l'augmentation que vous aurez obtenue, vous la jugerez ou pas, hein, ça c'est votre côté, mais satisfaisante, et du coup, elle aura maintenu le pouvoir d'achat. Et si effectivement l'inflation explose en 2022, vous aurez cette clause qui vous permettra de revenir à la table des négos. Toujours, hein, ça, je pense pas que. Après, on peut même imaginer, même aller plus loin, hein, c'est-à-dire pourquoi réouvrir une négo? Peut-être qu'on peut d'ores et déjà dans le premier accord dire en cas d'inflation à 3%, une nouvelle revalorisation de salaire aura lieu en septembre de 0,5 ou 0,8%. Finalement, on pourrait presque le faire en même temps dans l'accord. Tout à fait. Juste, je vous préviens, je fais le maître des horloges. Il est 12h05. On a déjà dépassé notre temps alloué. Ce que je vous propose éventuellement, c'est que vous passiez 5 minutes de plus. Ouais. Et après, qu'on laisse tout le monde aller déjeuner, parce que c'est important aussi. Bah, ce qu'on va faire, peut-être on prend une dernière question, Une peut-être dernière la question. question de Ludovic Mangini, et je propose du coup à Olivier Lafuente, Marie-Hélène Clavel et Christelle Navarre d'écrire vos questions dans le module questions-réponses, comme ça on y répondra par écrit postérieurement à la clôture de ce webinaire. Ludovic, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour ce webinaire qui est précieux en termes d'information. Merci. Voilà, donc moi, ma question, c'était, on a parlé tout à l'heure des entreprises qui sont à côté des nôtres. Ouais. À quel endroit on peut trouver il y a normalement le benchmark qui donne les informations de salaire sur les entreprises aux alentours, au niveau de la même branche. Donc, pour moi, c'est la place Purgy. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut trouver ces informations? Alors, sur la page Turgy, je suis pas sûr. Les observatoires des métiers donnent des grilles, mais bon, c'est pas probant. Il y a deux choses. La première, c'est que souvent, vous avez des boîtes qui vous disent « Ah oui, mais c'est les prix du marché ». Très bien. Ben, si c'est les prix du marché, vous les connaissez, nous non. Donnez-nous les documents, les informations sur lesquelles vous vous appuyez pour nous dire que c'est les prix du marché. Hein, s'ils ne veulent pas vous les donner, vous pourrez déjà vous poser la question de finalement comment ils ont obtenu les prix marché et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter réellement. S'ils vous les donnent, vous pourrez vérifier si c'est vrai. Le deuxième point, c'est que une partie d'entre vous font partie d'organisations syndicales. Contactez vos sections départementales, vos fédérations, contactez-les pour obtenir les contacts des copains d'à côté. Parce que là-dessus, vous pourrez échanger sur vos pratiques, construire aussi et réfléchir sur vos pratiques et surtout savoir ce qu'ils ont obtenu, eux. Donc, remontez au niveau de vos organisations syndicales qui vous donneront les contacts pour redescendre voir les entreprises d'à côté. Très bien. Merci pour la réponse. Très bien, merci beaucoup à tous. On va devoir malheureusement mettre fin à ce webinaire. Vous avez vu que c'était assez strict. Si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez les envoyer à la boîte aux lettres contact, au singulier, contact@syndex.fr. On y répondra. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aussi nous écrire sur contact.fr. Syndex a la particularité d'être présent partout en France avec des bureaux locaux, avec des gens donc, de proximité pour vous accompagner. Comme on vous l'a dit, vous pourrez retrouver ce webinaire sur syndex.fr courant de la semaine prochaine, hein, le temps que nos équipes le mettent en place et le structure. Donc, on a aussi tous les réseaux sociaux, comme je vous l'avais dit, sur lesquels vous pouvez nous retrouver. Voilà, un grand merci à Léna pour avoir animé ce webinaire à tes côtés et un merci à Mathieu pour l'organisation. Pour ma part, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et une bonne chance pour vos négociations. Ouais, bonne négociation à tout le monde. Merci de votre attention et merci à Julien pour ce remarquable webinaire. Bonne journée à tous.